Bonjour à tous. Nous allons commencer notre deuxième table ronde portant de justice et voie vers la paix et protection de l'acceptable. La table ronde sera en français et en anglais et il y aura une traduction de l'anglais dans le français, si je comprends bien. Cette deuxième table ronde, alors où nous nous trouvons, il peut sembler surprenant de parler de paix, alors que tous les jours, nous apprenons de nouveaux bombardements et des attaques visant le territoire ukrainien. Il y a encore quelques jours, les infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont été ciblées et c'était une attaque massive depuis l'invasion à grande échelle. Et c'est précisément au moment où s'accentue une discussion sur un accord de paix que les efforts militaires russes s'intensifient dans une action toujours plus destructrice à l'encontre de l'Ukraine. Pourtant, les efforts et les discussions visant à mettre fin à la guerre, ils prennent chaque jour un nouvel élan. Il y a une mobilisation active internationale qui est en cours d'esquisser un potentiel accord de paix. Donc le contour demeure aujourd'hui incertain et assez flou. Est-ce qu'il s'agira en réalité d'un véritable accord de fond qui ouvrira une voie à une coexistence durable ou juste un simple cessez-le-feu entérinant le gel de la situation militaire actuelle? Dans tous les cas, il sera indispensable de définir en amont de toute éventuelle négociation ce qui pourrait être une paix acceptable pour les Ukrainiens, une paix fondée sur la justice, la sécurité et la reconnaissance des droits fondamentaux. Donc, cette discussion portera sur les conditions d'une paix juste et durable nécessaire à la fin de la guerre en Ukraine, sur les mécanismes de justice permettant de traduire en justice les responsables de crimes de guerre du régime russe, et aussi sur les perspectives de l'évolution des politiques mises en place, notamment les politiques de sanction. Donc, je vais présenter les intervenants et les intervenants dans l'ordre en commençant par ma droite. Donc, nous avons avec nous Pete Citizen, représentant du service européen pour l'action extérieure. C'est un service diplomatique de l'Union européenne. Alexandra Romantsova, directrice exécutive de l'ONG ukrainienne Centre pour les libertés civiles, lauréate du prix de la paix 2022. Jeanne Sulzer, avocate au barreau de Paris, avocate inscrite auprès de la Cour pénale internationale et présidente de la commission de justice internationale de l'Amnesty France. Florence Hartmann, ancienne porte-parole et conseillère du procureur des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, ainsi que membre du conseil d'administration de l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. Et Sergei Volkov, juriste, docteur en droit, spécialiste de droit international et de droit de l'homme. Je vais commencer par passer la parole à Jeanne Sulzer. Jeanne, vous êtes, en tant que spécialiste des questions de justice pour les victimes et avocate pratiquant devant la Cour pénale internationale, pourriez-vous nous rappeler, on va beaucoup parler de la justice, quels mécanismes de justice ont été mobilisés par l'Ukraine depuis le début de ce conflit, en précisant comment ils se situent les uns par rapport aux autres dans leur autonomie et leur complémentarité. De dire aussi peut-être en quoi cette démarche de l'Ukraine dans la mobilisation de justice, qui a quand même engagé des actions judiciaires dès le premier jour du conflit, c'est distinct parmi les autres conflits récents. Et en revenant au sujet global de notre table ronde, de votre point de vue, quel est dans ce conflit le devoir de la justice et la pénale internationale pour instaurer et garantir une paix durable qui passera nécessairement par la justice en politique? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honorée de pouvoir
être parmi vous. Alors, s'agissant de la réponse ukrainienne, et je pense que vous pourrez compléter utilement, évidemment, tous là-dessus, l'Ukraine et les autorités de poursuite, mais aussi les autorités politiques, sont dans une situation particulièrement unique et particulièrement intéressante, puisque elle a décidé, les autorités ont décidé depuis le départ, effectivement, et d'ailleurs bien aussi avant l'invasion, puisque en 2014 aussi, depuis 2014, d'utiliser l'ensemble des mécanismes multilatéraux de justice internationale au niveau national, au niveau régional, au niveau international, que ce soit pour mettre en cause la responsabilité pénale individuelle, mais aussi pour mettre en cause la responsabilité étatique. On peut aujourd'hui réellement dire que l'Ukraine, de façon générale et générique, utilise le droit et la justice comme une arme qui viendra compléter évidemment l'arme, le pouvoir et l'arme militaire, mais aussi économique par les sanctions, mais ce qu'on appelle souvent aujourd'hui le lawfare qui va être utilisé par l'Ukraine est quelque chose d'absolument unique. Alors, dans les mécanismes qui ont été mobilisés, qui sont mobilisés aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont complémentaires aux juridictions ukrainiennes, et en premier lieu la Cour pénale internationale. Alors, pour rappel, l'Ukraine avait mis énormément de temps, plus de 10 ans, à ratifier le statut de la Cour pénale internationale. On pourra peut-être y revenir. Néanmoins, dès 2014, elle a fait une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale, qui est une déclaration ad hoc, sans avoir à ratifier. Une première déclaration qui a été faite par le Parlement ukrainien en 2014, qui était limitée dans le temps, et puis une deuxième déclaration qui, là, n'était plus limitée dans le temps, et qui a permis, en fait, de permettre au procureur, donc Karim Khan, en février 2022, immédiatement indiquer que la Cour pénale internationale était compétente pour connaître des crimes commis en Ukraine, du fait de cette déclaration, et alors même que la Russie n'est pas partie à la Cour, et qu'à l'époque, puisque jusqu'à il y a quelques mois c'était encore le cas, l'Ukraine n'était pas non plus un État parti. Néanmoins, alors on peut toujours se poser la question de est-ce que ça aurait changé quelque chose si, pour en parler de justice et de l'effet de prévention, même si l'état du monde nous fait dire, je pense que l'effet préventif de la justice internationale est encore à démontrer. Néanmoins, on peut tout à fait critiquer, et on a beaucoup critiqué le fait que la CPI n'a rien fait de 2014 pendant toutes ces années-là, n'a pas demandé l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis, et pourtant la société civile a envoyé de nombreuses communications, des sortes de plaintes, et rien n'a été fait. Par contre, au lendemain de l'invasion de la Russie en Ukraine, immédiatement, le procureur a demandé aux États s'il pouvait faire une saisine de la Cour pénale internationale, parce que ça lui permettait d'ouvrir une enquête sans avoir à demander l'autorisation d'une chambre préliminaire. Donc d'aller très très vite. C'est ce qu'a fait la Lituanie dès le 2 mars. Et ensuite, et là c'est intéressant politiquement, plus de 50 pays sont venus renforcer cette demande d'utiliser la Cour pénale internationale au soutien de l'Ukraine en faisant des saisines d'États partis. Ce n'était pas nécessaire au niveau de la compétence, mais c'était politiquement très intéressant de voir que plus de 50 États ont soutenu l'ouverture d'une enquête, et c'est ce qui s'est passé. Donc, ensuite, je pense qu'on a tous suivi ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a 6 mandats d'arrêt, aucun n'ont été exécutés. Plusieurs États ont été condamnés par la Cour pénale internationale pour avoir violé leurs obligations de non-arrestation alors qu'ils sont des États partis, et je pense notamment à la Mongolie. Et voilà, la situation continue. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, la Cour pénale internationale, elle n'intervient que quand l'État ne veut pas ou ne peut pas juger. Elle est complémentaire des justices nationales. C'est une cour de dernier recours. Or là, la situation qui est absolument unique à l'Ukraine, c'est que le bureau du procureur ukrainien
s'est mobilisé immédiatement et a ouvert, je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui, mais on parle de plus de 140 000 dossiers de crimes de guerre, avec la création et la mise en place d'un bureau spécialisé d'une unité de crimes de guerre, avec une attention toute particulière sur certains crimes, y compris les crimes environnementaux, les crimes sur les violences sexuelles, les différentes unités mobiles dans tout le pays. Donc une proactivité extraordinaire en complément de la Cour pénale internationale. Or ça, c'est l'unique, c'est le seul pays devant la Cour pénale internationale qui exerce à la fois sa compétence et demande aussi à la Cour pénale internationale de venir compléter d'une certaine manière ce devoir et cette nécessité de justice. Ensuite, il y a toute une série d'autres mécanismes qui, là aussi, c'est intéressant, notamment la compétence dite universelle ou extraterritoriale, à savoir le fait par les juridictions nationales de connaître des crimes commis en Ukraine, soit parce que les victimes sont du pays, donc je pense par exemple en France, la victime pourrait être française ou binationale, soit parce que l'auteur présumé a un lien avec le pays, ou alors pas de lien du tout, mais parce que les crimes sont tellement graves qu'il y a une compétence dite universelle pour les pays, et cette compétence universelle, elle est mobilisée grâce aux ONG beaucoup, et aussi à la diaspora dans le monde entier, dans de très nombreux pays, notamment en Argentine, assez étonnamment, qui a une compétence universelle assez proactive. En France, où il y a une dizaine de dossiers qui sont devant le pôle spécialisé pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité à Paris, au tribunal judiciaire, il y a une dizaine de dossiers qui concernent l'Ukraine, en Autriche et dans d'autres pays. Là aussi, où c'est vraiment très unique, en tout cas moi je n'avais jamais vu unique à l'Ukraine, c'est que le bureau du procureur ukrainien soutient le fait qu'il y ait le développement de plaintes à l'étranger, comme aussi étant la mobilisation d'une autre possibilité d'aller reconnaître le peuple ukrainien dans ses préjudices, ses crimes et soutien, alors que les États en général, ont des difficultés à accepter l'exercice de la compétence universelle. Donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est complètement imbriqué, ces mécanismes les uns aux autres. Ensuite, l'Ukraine a aussi mobilisé la Cour internationale de justice à La Haye, qui est à La Haye comme la CPI, tout comme la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on voit vraiment cette proactivité extrêmement efficace dans l'utilisation de ce multilatéralisme judiciaire et qui est particulièrement unique. Ensuite, pour répondre à votre question, alors tout ne va pas si bien, enfin, tout n'est pas aussi ni facile dans les enquêtes, évidemment, pour les dossiers de compétence universelle ou les dossiers, notamment devant la Cour pénale internationale. Il y a beaucoup de difficultés. Je pense que je ne suis pas la meilleure personne mieux placée pour parler des dossiers qui sont en cours devant la justice ukrainienne. Il y a toutes sortes de difficultés, et notamment le procédage spécial, les difficultés concernant les droits de la défense aussi. Mais il faut quand même reconnaître que la mobilisation et les efforts mis en place sont absolument extraordinaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est la coopération entre les États, avec la mise en place d'équipes communes d'enquête au niveau européen, dans des dossiers qui vont concerner plusieurs États. La France, par exemple, va coopérer avec l'Ukraine, aussi avec les États-Unis ou avec d'autres pays concernant le décès de journalistes franco-irlandais, etc., par exemple. Mais il y a toute cette mise en place et aussi cette mobilisation d'Eurojust qui est vraiment intéressante. Et pour finir, ce qui me semble aussi très intéressant, c'est de voir comment finalement les autorités ukrainiennes, prenant acte de la défaillance de la Cour pénale internationale de connaître du crime d'agression, puisqu'elle pourrait le connaître, sur le papier, le crime d'agression fait partie de la compétence de la CPI, mais les mécanismes d'activation sont extrêmement réduits, extrêmement complexes. Et donc, les autorités ukrainiennes ont toujours soutenu
la création d'un tribunal spécial pour les crimes d'agression qui est en train de voir le jour, parce que la loi a été, l'acte de création vient de passer. Et là, c'est intéressant, c'est que ce tribunal, le statut, en tout cas du tribunal, tel qu'on le dit aujourd'hui, viennent reconnaître deux choses qui ne sont pas possibles devant la Cour pénale internationale. Un, le procès par défaut, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des procès en l'absence des accusés, ce qui évidemment est le sujet le plus difficile aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs concernant l'Ukraine, mais aussi sur des mandats d'arrêt concernant les camions et d'autres. L'exécution des mandats d'arrêt, c'est vraiment le sujet le plus difficile, l'absence de coopération aujourd'hui dans le milieu de la justice internationale. Le tribunal d'agression, il viendrait pallier à cette difficulté en permettant le jugement par défaut pour un crime qui est encore l'apanage, la définition de ce crime et l'activation du crime d'agression du Conseil de sécurité. Donc, là, c'est la mise en place de ce tribunal, c'est aussi, ça vient compléter cette galaxie finalement des mécanismes qui font ensemble partie du lawfare. Merci beaucoup, Jeanne. Je voudrais tourner maintenant vers vous, Florence Hartmann. Jean-Claude Bessler a évoqué le fait, ne serait-ce que pour l'Ukraine, que la CPI était assez inerte depuis 2014. Et puis, donc, la question des mandats d'arrêt, des discussions des mandats d'arrêt se pose, car les d'arrêt dans le cadre de la guerre de l'Ukraine qui ont été émis, mais pour l'instant, nous ne voyons pas le début des discussions et les chances quand même qui sont assez. Sont assez faibles. Et Florence, je voudrais donc avoir votre point de vue sur la perception du droit international par nos sociétés occidentales. Vous, en tant qu'ex-porte-parole et conseillère du Booker auprès des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, selon vous, quelle est aujourd'hui la perception du droit international par le public de ça et de sa crédibilité? J'ai lu récemment un titre d'un article récent de The Guardian qui disait sont-nous en train d'assister à la mort du droit international? Et je pense que c'est une question qui peut se poser légitimement aujourd'hui et de manière générale face à l'impunité historique, donc perçue en tout cas par la société des responsables du crime. Est-ce qu'il conserve toujours sa crédibilité aux yeux du public? Et également, à la lumière de votre expérience, je pose donc la même question qui annonce notre table, les conditions qui sont nécessaires à l'instauration d'une paix durable dans le cadre de ce conflit, quelles garanties doivent être réunies et quelle est la place de la justice dans cet éventuel accord de paix? Merci, bonjour à tous, moi aussi je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions en une seule. Je pourrais commencer par une évidence, une banalité, mais c'est pas parce que le droit commun existe qu'il n'y a plus de crimes dans nos pays. Donc c'est pas parce que le droit international existe qu'il n'est plus violé. La seule chose, c'est que pour redresser les infractions et apporter ce qu'on appelle apporter la justice aux victimes, mais pour le moins établir les faits et remettre les actions dans un contexte et leur apporter une explication criminelle, parce que souvent on regarde les crimes de masse comme des catastrophes sans savoir vraiment d'où ils viennent et à quoi ils sont dus. La justice est indispensable. Aujourd'hui, on dit que le droit international est mort, mais quel recours a-t-on face à ces violations? Si à la clé c'est l'impunité, donc c'est une victoire totale des tueurs, donc c'est pas satisfaisant parce qu'évidemment il aurait fallu que ces crimes ne soient pas commis.
mais s'ils ont été commis et que la puissance politique n'a pas voulu les arrêter, il reste un instrument qui est, et ça c'est quelque chose, je pense, qu'on ne comprend pas assez, qui est toutefois entre les mains des sociétés, donc des citoyens, des individus, qui est le droit international. Il a fallu une volonté politique pour que le droit international existe, soit codifié. Il a fallu de grandes tragédies pendant le XXe siècle, principalement pour qu'il soit justement codifié. Maintenant que les politiques ont fait ce pas, c'est à nous de le préserver. Nous sommes, en tant que citoyens, les gardiens du droit international. Il y a deux manières de le préserver. C'est tant qu'il existe, s'assurer qu'il soit appliqué. Nous sommes impuissants à le faire respecter, nous avons une certaine puissance à le faire appliquer, c'est-à-dire justement ce dont on vient de parler dans les différentes enceintes qui existent, et à s'assurer que le droit international, tel qu'il est jusqu'à présent codifié, progresse, mais ne soit pas révoqué. Je soulève la question parce que pensons par exemple qu'en 1948, c'est Staline et Churchill qui sont des politiques qui regardaient en premier leurs intérêts politiques et pas ceux de l'humanité nécessairement, ont signé la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. Les conventions de Genève ont été signées après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale sous la pression de l'opinion publique. Le droit international est une contrainte pour les puissants. Il n'est pas quelque chose de naturel, de même que la place de la justice n'est pas quelque chose de naturel dans le débat des diplomates pour un accord de paix. Et c'est le contrôle, la surveillance, la mobilisation des opinions publiques qui force la place de la justice dans les accords de paix ou de l'application du droit international et de la conduite des procès. Je pense que c'est un pouvoir qui est très important à souligner. Par exemple, sur les Balkans, j'ai été journaliste et j'ai couvert les crimes de masse en ex-Yougoslavie dans les années 90. Et lorsqu'il y a eu des accords de paix qui ont bientôt 30 ans pour mettre fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine, ils ont été signés en novembre et décembre, ratifiés en décembre 1995. Il y a eu une note que je n'arrive pas à retrouver du Quai d'Orsay qui, pendant les négociations, se posait la question et faisait réfléchir les juristes détachés au Quai d'Orsay sur le fait si l'on pouvait négocier un accord de paix avec des personnes qui étaient inculpées de crimes internationaux. Il s'agissait de la possibilité que le chef de l'armée serbe de Bosnie, Ratko Mladic, et Radovan Karadzic, le chef politique des Serbes de Bosnie qui menaient la guerre en Bosnie, puissent participer aux négociations. Et pouvait-on s'asseoir avec deux interlocuteurs qui étaient clés dans la résolution potentielle du conflit, mais qui venaient d'être inculpés pour crimes contre l'humanité et génocide sur les crimes qui avaient été commis jusqu'à l'été 95. Il n'était pas encore inculpé pour le génocide de Srebrenica qui intervient en juillet 95. Et les diplomates, les juristes ont fait comprendre aux diplomates que c'était très gênant. Ils ont trouvé une solution, ils ont fait venir Slobodan Milosevic, qui lui était déjà sous requête, qui était, non pas par la justice inculpé, mais qui était réputé pour avoir un rôle prépondérant dans les crimes qui avaient été commis. Mais le fait qu'il existe un mandat d'arrêt
une inculpation et un mandat d'arrêt qui n'était pas réalisable à l'époque, mais une inculpation contre les deux premiers, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, posait un problème. Depuis, la justice internationale a énormément progressé. Des chefs d'État en exercice ont été inculpés ou bien ont fini par être portés devant les tribunaux, jugés et certains condamnés. Mais l'idée même que la justice puisse interférer, c'est cette perception que les diplomates ont dans un processus de paix, c'est une contrainte supplémentaire que les États n'acceptent pas. Donc quand on nous dit on ne va pas respecter, enfin on a un problème parce qu'il faudra négocier la paix en Ukraine avec Vladimir Poutine, on a tendance à dire aux opinions publiques, eh bien passons outre le mandat d'arrêt parce qu'il faudra bien s'asseoir avec lui. Alors si on ne peut pas bloquer cet impératif de pouvoir négocier la paix si les partis s'assoient autour d'une... Tout ça est avec des si, mais si on prend comme cas théorique, les opinions publiques doivent réfléchir de manière plus juridique. Moi-même, je ne suis pas juriste, hein, j'ai été obligée, étant témoin de crimes de masse, d'apprendre le droit et de développer mes connaissances en étant porte-parole sans être juriste. Le seul poste qui existait dans une cour internationale pour suivre la mise en œuvre de la justice internationale. Mais on peut réfléchir, trouver les mots, les apprendre ou former des périphrases, mais on peut envisager un sauf-conduit pour qu'un individu inculpé de crimes de guerre ou de crimes internationaux, de guerre contre l'humanité ou de génocide, puisse s'asseoir à une table de négociation. Quelle est la différence? C'est que l'opinion publique interdit, bloque, mais un stop bien clair, une ligne rouge sur le fait que le mandat d'arrêt et l'inculpation ne peuvent pas être négociés, qui reste. Il peut y avoir un besoin particulier à un moment donné de faire venir quelqu'un et de lui parler, et donc on appelle ça un sauf-conduit ou un autre terme, mais je risque le valider ou pas. Cette question s'était par exemple posée dans le cadre de négociations préalables à tout accord de paix en Bosnie-Herzégovine, c'était en 93, comme je l'ai dit tout à l'heure, les accords de paix sont intervenus en 95, et les deux mêmes, Karadzic et Mladic, avaient été conviés aux Nations Unies à New York pour débattre des possibilités d'un accord de paix. Et la société civile new-yorkaise, des victimes, mais des grandes personnalités du monde et du cinéma, et de la musique, etc., avait fait pression pour que le sauf-conduit ne permette à ces deux individus de circuler que dans le bloc, le quartier des Nations Unies, qui ne puissent pas se balader dans New York. Donc c'est une manière à chaque fois de rappeler la force de la justice et l'attente des sociétés. Parce qu'on ne peut pas faire revivre les morts. Et le problème est bien que le droit international est violé. Une violation du droit international, c'est l'agression aussi, puisque elle est proscrite par le crime. C'est un crime parce que l'agression est proscrite par le droit international. Mais pour les individus qui ont été tués, c'est pour que leurs paroles, les circonstances de leur mort, leur nom soient connus. Et il n'y a par expérience que le jugement d'une justice, qu'elle soit internationale, nationale, dans le cadre de la compétence internationale, qui est un vrai poids. Je finirai avec ça, je pense qu'on reviendra sur les autres questions. Lorsqu'on couvrait les crimes de masse en ex-Yougoslavie, cette couverture a eu un effet puisque ça a conduit par une conjonction du travail journalistique
et de la mobilisation de la société, de la société en général, des opinions publiques, à conduire à la création des 2 premiers tribunaux internationaux, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, à la suite desquels sera créée en 1998 la Cour permanente pénale internationale, la CPI, qui commencera à œuvrer à partir de 2002. Ce progrès immense d'enceinte où peut être appliqué le droit international après qu'il ait été violé, s'est fait à la faveur d'une constellation très favorable, à mon avis unique, et pour laquelle les attentats du 11 septembre et la guerre juste contre la terreur qui suit mettent fin. Aujourd'hui, la CPI est attaquée. Les efforts qui ont abouti de l'Ukraine pour créer une cour qui jugera les crimes d'agression est presque une anomalie dont on ne peut que se réjouir qu'elle ait abouti, mais elle s'est faite au niveau de l'Europe. Au niveau international, on n'arriverait pas à avoir une nouvelle cour internationale comme on a eu la CPI par le traité de Rome en 1998 et sa mise en fonction à partir de 2002. Le droit international est une contrainte pour les États. Lorsque les 2 premiers tribunaux ont été créés en 93 et 94, ex-Yougoslavie et Rwanda, le Conseil de sécurité qui était à l'origine de sa création cherchait une échappatoire pour répondre, pour se dédouaner de sa culpabilité de toute inaction face à des crimes de masse, mais n'avait pas du tout l'intention que ces cours existent. La preuve, c'est que la résolution du Conseil de sécurité, les 2 résolutions qui établissent ces 2 tribunaux, ont été votées sans que soit envisagé le moindre budget de fonctionnement pour ces 2 cours. Donc ce sont des avancées immenses, extrêmement difficiles, uniques et qui ne se reproduiront pas. Donc nous sommes les gardiens en tant que citoyens de cette justice internationale et du droit international, comme j'ai dit au tout début. Donc ne l'enterrons pas et utilisons-le pour exiger que des chefs d'État, des puissants et des individus soient responsables pour les crimes qu'ils ont commis. Parce qu'il y a une chose quand on a un contact, qu'on soit des organisations internationales, de l'ONG aux journalistes, avec des zones de guerre, c'est la certitude de l'impunité qu'ont les tueurs. Et on peut la combattre, on ne peut pas arrêter la main des tueurs, nous en tant qu'individus, les États le peuvent et ne le font que rarement, mais il faut absolument lutter contre l'impunité et l'expérience de tous les conflits passés, quel que soit le travail qu'on a pu faire sur le terrain, jamais les reportages journalistiques n'ont permis que soient reconnus les crimes comme le peuvent les jugements, parce que ce sont des faits établis. Ça ne supprime pas le déni, ça ne rétablit pas la paix, définitivement, parce qu'il faut que les sociétés acceptent les faits qui ont été établis par les jugements, mais pour combattre le déni et le révisionnisme, il n'y a rien de plus puissant finalement que ce qui a été établi par les jugements, et donc ce pouvoir de la justice est très important quand même. Merci beaucoup Florence. À vous écouter, vous et Jeanne, on peut dire que cet effort de mobilisation de justice pénale internationale en faveur de l'Ukraine vient presque en contre-courant de peut-être l'action récente et peut-être de la perception aussi, de manière générale, de la justice pénale internationale, étant donné qu'il y a plusieurs pays qui envisagent aujourd'hui, ou qui récemment ont pris la décision de sortir du statut de Rome, donc de ne plus
direction de la Cour pénale internationale. Vous avez également parlé de la société civile et de l'action de la société civile dans la mobilisation de la justice. Justement, je voudrais me tourner vers Alexandra Matsova, vous qui travaillez pour Centre pour les libertés civiles, donc une organisation de défense des droits humains qui travaille notamment beaucoup avec les victimes de crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. Donc je reviens toujours à ma question d'origine. Pour vous, en tant que représentante de la société civile ukrainienne et aussi de l'organisation de défense des droits humains, pour la société civile ukrainienne, quelles seront les conditions de cette paix juste et durable, et notamment quelles garanties l'Ukraine doit exiger de la Russie et quelles garanties elle doit également exiger de ses partenaires européens, de ses partenaires occidentaux, pour qu'il y ait une sécurité de l'Ukraine qui est assurée à long terme. Я буду говорить по-русски. Я знаю, что это немножко сюрприз будет для наших организаторов. Они очень старались для того, чтобы дать мне возможность говорить по-английски, но мне кажется, мешать сюда еще третий язык, это все-таки проблематично. Я зовут Саша Романцова, я действительно исполнительный директор Центра гражданских свобод, правозащитной организации, которая в 2007 году была основана в Киеве хельсинскими группами. Почему я напоминаю об этом? Ну, во-первых, хельсинское украинское движение в следующем году будет иметь 50 лет, а во-вторых, для того, чтобы понимать, откуда наши правозащитные корни и отношения к войне и к пониманию мира. Дело в том, что то, что нужно Украине для мира, противоестественно российскому режиму вообще. Потому что нам нужно, чтобы люди ценились. А это то, что Путин просто естеством своим и всей той системой, что он создал за 30 лет, нереализуемо. И я могу просто привести к примеру, мы занимаемся поддержкой процесса одновременного освобождения украинских и российских военнопленных и освобождением уникального случая военного преступления со стороны Российской Федерации. Это создание новой категории людей, гражданских, которые были просто выкрадены, украдены с оккупированных территорий. Эти оккупированные территории в дальнейшем были освобождены, а эти люди просто России вывезены, в основном через Беларусь, и удерживаются в тюрьмах без каких-либо обвинений. И это минимум 20 тысяч человек, которых мы знаем поименно. А в перспективе, поскольку Российская Федерация никому о них не сообщает, ни Украине, ни международным каким-либо структурам, в потенциале это в 2-3 раза больше людей. Почему я говорю про это? Потому что когда ты хочешь кого-то освободить, тебе нужно найти интерес противоположной стороны. И мы говорим, хорошо, есть военнопленные российские, они удерживаются на территории Украины по всем международным правилам, у них есть статус военнопленных, согласно Женевским конвенциям, к ним есть доступ к Международному Красному Креста. У нас есть 3 кейса, когда российские солдаты трижды попадали в украинский плен. Трижды. По кругу. Нам, в принципе, ок, потому что мы освободили 9 украинских солдат. Мы ок. Если они еще попадут, мы будем счастливы. То есть для них это не страшно попасть в украинский плен. А вот Украина, кроме около 3000 освобожденных, получила около 200 мертвых тел из плена. Одна из которых Виктория Рощина, историю, которую вы все наверняка знаете. Так вот, проблема Украины в этих обменах, мы не можем найти, кто интересен Путину. Мы не можем найти, какие аргументы той стороне интересны, потому что наши аргументы — это про
в том числе с моими коллегами, про призыв. Мне всегда хочется понять, как представить себе мир, где 140 миллионов человек живут в стране, где нормализация насилия произошла до того, как началась война. И поэтому она началась. Где взрослые люди не отвечают за свою страну. Но это основа демократии. Граждане России строят Россию. Граждане Украины строят Украину. И вот это наш мир, который мы хотим. Все. А Путину это неестественно. И когда мы говорим про правосудие, в Украине нету... нет, конечно, это прекрасная визуализация. Путин в Гааге сидит за решеткой. Это приятно представить. Но, тем не менее, у нас есть очень четкое представление о том, что, честно говоря, мы не очень верим, что его выпустят с этой территории, даже если обстоятельства сложатся так, что вот именно этот орден, да, его международная ситуация захочет выполнить. Путин не единственный, кто создает эту систему. Этой системе 30 лет, в ней приблизительно 40 человек побывало на разных позициях власти, от правительства, парламента, министров. Там как минимум у 40 человек была возможность каким-то образом снизить уровень агрессии за последние 12 лет этой войны. И меня иногда коробит, когда мы говорим, ну война началась в феврале 22-го. Нет, друзья, мою первую массовую могилу в Славянске возле детской больницы, где абсолютно поддерживаемый процесс Российской Федерации начался в 2014 году, вот в этой массовой могиле 27 тел, 5 из которых это были пятидесятники, просто люди, которые не ортодоксальной российской церкви. Вот эта массовая могила, я ее нашла еще весной 2014 года. И с тех пор 20 тысяч военных преступлений мы задокументировали до 2022 года. Это очень важно понимать. Это не какой-то там конфликтик где-то там на Донбассе. Это миллионы людей, которые пострадали и требуют правосудия. И это уникальная система для правосудия, потому что более задокументированного военного конфликта в истории человечества нет. До этого это был Холокост, исходя из просто обсессии Третьего рейха все документировать и великого, большого количества эго-свидетельств, писем, дневников со стороны еврейского населения. Все. Украина побила рекорды. Не тот рекорд, который бы мы хотели ставить. Сейчас военных преступлений, преступлений против человечества, эпизодов геноцида только у правозащитников в нашей базе, которая называется «Трибунал для Путина», визуализируем как можем. Сейчас это 90 тысяч кейсов с февраля 2022 года. В Генеральной прокуратуре Украины это 150 тысяч кейсов. Поэтому я очень благодарна за действительно такую разветвленную возможность правосудия, которую Европа могла бы брать и в виде универсальной юрисдикции, и в виде международных кейсов в Международном суде справедливости ООН, в Международном уголовном суде. Специальный трибунал против преступления агрессии Украина видит не только как украинский кейс, а как следующий этап международного правосудия, его эволюции. Потому что на самом деле он нужен был очень давно. И про это говорили и африканские страны, и латиноамериканские страны, и ситуация в Сирии, и ситуация в других арабских странах, где сейчас, к сожалению, нет стабильной возможности это правосудие иметь. И Украина чувствует себя в двух ролях. Наш мир выглядит так. Население Украины в безопасности,
может само принимать решения в своем государстве, по каким правилам, и это демократические правила, правила правового государства, где защищены права и свободы каждого человека. Вот прям каждый пункт вот для Путина всяком понятен. Так вот эти принципы и стандарт, что все остальное, это ненормально. Ненормально убивать журналистку только потому, что она приехала в Мариуполь писать. Ненормально сажать Олега Орлова в тюрьму, потому что он честно написал статью и вышел с плакатом в Москве. Ненормально пытаться отравить людей, которые ставят критические вопросы большому, огромному населению высокообразованной страны Россия. То есть вот проблема в том, что мы с вами в этой точке. В точке, где две стороны, Украина и Россия, имеют абсолютно разное представление о том, что такое мир и будущее. И водораздел, он не по паспорту. Около 4 миллионов украинцев живет на территории Российской Федерации с украинскими паспортами до 2022 года. И эти люди в основном имеют в голове ту виртуальную реальность, которую пропагандистская машина Путина создает. И сказать, что я могу общаться с этими людьми, потому что у нас одного цвета паспорт, к сожалению, нет. Они отказываются общаться с теми, кто может говорить о том, что мы видим. Со своими родственниками в России я общаться не могу, потому что они считают, что их реальность соответствует тому, что показывает российский телевизор. А я говорю о моем опыте 12 лет документирования в полях, и они мне не верят. А еще они отказываются признавать, что это их ответственность, их страна. И вот тут я знаю, это больно. Те, кто выехали, в основном должны были принимать решение, могу ли я эту ситуацию сейчас изменить. Те, кто выехали из Украины, это в основном были люди, которые ожидают возврата назад, когда ситуация изменится в безопасную сторону. Почему и чего ждете вы в отношении российского государства? Возможности наконец-то строить его по этим правилам. Но проблема в том, что даже если Украину удастся защитить и обеспечить нам возможность по нашим правилам жить, это не решит вопрос 140 миллионов человек, права и свободы которых в России, не то что попраны, а фактически просвета нет. Это не пессимизм, это факт, который стоит менять. И поэтому для нас безопасность, еще раз повторю, это права человека, это демократия, это правовое государство, это возможность быть в международной системе права, это физическая безопасность для всех наших граждан. И оккупация наших территорий, на которых приблизительно находится около 4 миллионов человек до сих пор, никакой из этих пунктов не обеспечивает. Потому что оккупация — это не означает, что так же плохо, как в России, не знаю, в Челябинске. Нет. Это означает, что никакого права на той территории нет. Никакой гарантии вашей безопасности, кроме возможного лучшего обращения с оружием, чем те, кто на вас его наставил, нет. Поэтому варианты стратегические, они бывают. Один из них, который обсуждается в том числе в Украине, это, например, международный контингент. Но этот международный контингент должен не каждый день сталкиваться с тем, что Россия пытается этот режим каким-то образом подвинуть. Я имею в виду, нападая, например, на международный контингент. Ни одна страна не согласится людьми из своей армии просто пытаться изменить ситуацию в России. Потому что
где-то же эти 4 миллиона человек, включенные в армию, берутся. И пока мы не решим вот этот вопрос, почему в России на призыв диктатора находятся эти 4 миллиона человек, ни одна страна в Европе это не решит. А уж тем более ЗСУ, то есть ВСУ, военные силы Украины, которые состоят из обычных граждан, таксистов, преподавателей, танцоров балета. Это не профессионалы, они не являются, не знаю, там, трансформерами, звездными воинами. Это просто люди, которые защищают свой способ жизни, которые с удовольствием прекратят воевать, если на них прекратят нападать. Поэтому вот так выглядит для общественной организации Центра гражданских свобод мирный процесс. Мы сведомы, мы осознанно понимаем, что это не то, что можно сделать в секунду. Мы прекрасно понимаем, что то, что сейчас происходит в России, это последствия предыдущих процессов. И мы точно их не поменяем без собственного населения России. Поэтому хотим или не хотим, но прежде всего менять придется России. Спасибо. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette intervention très puissante. Je me tourne vers Sergei maintenant. Sergei Dolgorov. Donc aujourd'hui, nous avons cette question qui est au cœur aussi des discussions internationales, c'est la question de réparation et de la reconstruction de l'Ukraine. Notamment l'utilisation des avoirs russes gelés en Europe. Donc on pourrait, d'après ce que nous comprenons, je comprends, il pourrait s'agir d'une sorte d'avance sur les réparations que la Russie devrait à terme verser pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc on utilisera les avoirs gelés en guise d'avance. Donc c'est un sujet qui est en pleine évolution parce que encore hier, le président ukrainien, on a parlé avec le président de la Banque centrale européenne sur donc, cette question de l'utilisation équitable des avoirs gelés, afin de tenir la Russie véritablement responsable de cette guerre et aussi de sa prolongation inutile et destructrice. Donc je voulais vous demander comment vous évaluez la faisabilité juridique et politique de ce mécanisme, dans quelle mesure il pourra constituer un précédent dans le droit international et quel rôle pourra-t-il jouer dans la construction d'une paix durable et pour la justice rendue utile. Merci beaucoup Ekaterina et Russie Liberté pour cette opportunité d'intervenir. Merci à tous pour être ici cet après-midi. Following your introduction of the second language, I will introduce the third language in this discussion. I would like to say a few words in English. I think it's the tour de table that we had here with the explanations of the role of the International Criminal Court, of the proposed special tribunal for the crime of aggression against Ukraine, of the work of ad hoc tribunals is really important in terms of international criminal responsibility. And it was mentioned that 6 arrest warrants have been issued in the Ukraine situation. It's important to underline at least 6 arrest warrants, because under the Rome Statute system, of course, the arrest warrants need not be opened. And perhaps one of the ways forward is to not publicize arrest warrants too much. Earlier this year, the International Criminal Court rendered a judgment in the case concerning Monsieur Yekatom in the situation of the Central African Republic, the case in which I was involved professionally in one of the capacities before the International Criminal Court. Monsieur Yekatom was arrested in Charlotte, very high-ranking Central African functionary at that moment. Was arrested by gendarmerie at Charles de Gaulle Airport when he arrived
on a commercial flight to Paris because he was not aware of the arrest warrant, and they saved money on taxpayers because he paid for his own ticket to Paris. Maybe his transportation to The Hague was funded by someone else, but it was easier to do from Paris to The Hague. But at least 6 arrest warrants, and I'm very sympathetic to what you've said about 40 people, at least 40 people who should be looked at after beginning of the war, after 2014. That happened after 2022 even. I met one of the European airports, one of the members of the Russian government after 2014, who is openly traveling. I can tell you the name, Arkady Dvorkovich, who resigned as Deputy Prime Minister only in 2015. He is president of the Federal Chess Association. And everyone tends to forget that he was a member of the government after 2014, and of course the jurisdiction of the International Criminal Court in the case of Ukraine starts pursuant to the declaration of the Verkhovna Rada at the end of 2013, before the start of the article. So maybe we should look at more individuals without necessarily publicizing the arrest warrants. However, as of now, it's mostly symbolic in terms of the special tribunal with the in absentia jurisdiction, etc., etc. But there is one more tangible issue, which is being discussed right now: what to do with the assets, which are frozen in the European Union, which technically belong to the Central Bank of Russia, but which are, of course, property of all taxpayers in the Russian Federation, including non-Russians, including those who reside abroad. It's the Russian public property. It's mostly in Belgium, and the discussion which is ongoing right now, unfortunately, is used by the Russian propaganda to showcase the inflexibility of the European decision-making, because on the 4th year of the full-scale invasion, the decision has not yet been found, and many governments, and unfortunately some European functionaries, are very reluctant, because the argument is that it will show the bad signal to some other unknown members of the international community. Legally speaking, I'm really surprised why it's not my idea. It has been aired publicly since 2022, but unfortunately not significantly enough in terms of reach. There is the legal mechanism, international legal mechanism, which exists right now, which functions right now, which is the method to dispose of the assets, and it's of course the European Court of Human Rights. Although Russia was expelled from the Council of Europe in 2022, the European Court of Human Rights retains jurisdiction over cases concerning violations of international law, the European Convention on Human Rights, which have occurred before September 2022, and it continues to render judgments. There are more than 5,000 judgments, 5,000 cases still pending before the court against the Russian Federation, cases which have been brought not only by the Russian nationals, but also by Ukraine as the state. Earlier this year, the court found that Russia violated a number of articles of the convention following the application of Ukraine and the Netherlands. And while the application of the Netherlands concerned the downing of an H-17 flight, the case brought by Ukraine concerned several cases, actually brought violations of rights of millions of individuals across Ukraine, both before February 2022 and after February 2022, because the jurisdiction expired in September 2022. The court reserved the decision about the amount of compensation to the later stage of the proceedings. However, it's obvious that this is not an individual case, and it will concern millions of individuals, so the amount of compensation will be very significant. So you have the international judicial decisions coming from the European Court of Human Rights. You have the authority of the European Court of Human Rights being recognized by all European Union member states, which are, of course, members of the Council of Europe. This is not a precedent to others, because United Arab Emirates or Saudi Arabia, or whom you are thinking about, they are not members of and they've never been members of the Council of Europe. From the international legal perspective, the Russian Federation acceded to the Convention on Human Rights itself, and it remained the party to the
to the convention until 2022. Why no one is talking about the necessity to execute the judgments? I think it's important that it's not an administrative sanction unilaterally imposed by the European Union, by Belgium, or by member states. It's the execution of the judgment of the International Court. Yes, it's about money. Human rights is not only about money. Criminal responsibility is not about money, it's also about sending a message and the things that we've been talking about. However, those assets are very tangible. And the situation when on the 4th year of the discussion, you still talk about how to do it, while you have the judgments from the European Court of Human Rights in open light. Reminds me that the first registrar of the International Court of Justice once wrote, and later I learned that it was actually the paraphrase of the famous Einstein's phrase, that there are some lawyers who find solutions in problems, and there are some lawyers who find problems in solutions. Solution is there. I can find hundreds of problems in this solution. It's there. You don't need to be Einstein this time. The only need is to follow international law. And it's easy to talk about it. It's much more difficult to actually follow it, even for the countries like France, even for the countries like Belgium. And I would like to end with a general optimistic point about future of international law and whether it exists or not. The fact that some international or legal regime in general is being violated is not the evidence of its demise, of its death. Criminal legislation of France or of Ukraine is being violated every day. Murders happen every day. Not every criminal is found. Not every case is brought to justice. Does it mean that criminal law in France ceases to exist? No. It will cease to exist, I hope, never, when individuals will stop following the rules in their majority. That's the point. It's mostly not about responsibility and accountability, it's about following the rules. And it's important for everyone to follow the rules, for the rules to continue to exist. And in situation of this frozen assets, rules are clear. There is an international mechanism. You don't need even to establish special tribunal to think about it. Of course, the question of reparations is wider. I'm sure those frozen assets will not be able to cover 1% of the reparations. However, they are there. And I don't think that future delay with the disposal of those assets will show the respect to property. It will show the indecisiveness of the European decision makers. Unfortunately, something that Putin learned to utilize very efficiently. So it's not as important as international criminal responsibility and other things, but I think following the judgments of the European Court of Human Rights, yes, including the judgments rendered against, in the cases brought by Russian nationals with the small compensations. But most importantly, the judgment which will be rendered in the case which has been brought by Ukraine and the Netherlands, which is probably the most important case in the history of the European Court of Human Rights in terms of defining the law and establishing the facts, is really much more important than thinking about Saudi investors, whether they will invest in Brussels or in somewhere else next time, because they will invest in Brussels if they know that Brussels follows the law. That's the most important thing. And law, including international law, provides for the possibility both to detain Verkhovich, freeze the assets, and actually also recalling ambassadors who are still in Moscow, by the way. I see no point in having French ambassador in Moscow now. By the way, the only country apart from Ukraine which stopped diplomatic relationships with Russia was Federated States of Micronesia. And I applaud this member of international community and their strong desire to follow international law when necessary. Thank you. Merci.
merci beaucoup Sergei. Pete Cézanne, vous savez, déjà commencé à avancer un petit peu le rôle de l'Europe. Et c'est un sujet que nous allons discuter. Il sera intéressant d'avoir votre point de vue en tant que représentant du service diplomatique de l'Union, donc du service extérieur de l'Union européenne. Le rôle de l'Europe, c'est un sujet qui a une grande importance parce que l'Europe a joué un rôle essentiel dans le soutien à l'Ukraine dès le début de ce conflit et jouera un rôle également majeur dans la détermination des paramètres de la paix. Donc on voudrait entendre votre point de vue sur le rôle de la diplomatie européenne pour garantir une paix juste et durable dans le cadre de ce conflit, étant donné qu'il s'agit d'un ensemble assez hétérogène de 27 États membres qui n'ont pas forcément la perception des enjeux de ce conflit. Et donc, ça pose la question aussi de la recherche du compromis potentiellement entre tous les États membres. Et se pose aussi la question des garanties accordées à l'Ukraine pour assurer sa sécurité et aussi les garanties à exiger pour l'Europe en elle-même, car aujourd'hui, c'est un sujet également majeur d'un point de vue de la défense de l'Union européenne, de sa sécurité. Et nous avons vu les menaces d'ingérence, les incursions de drones récentes dans les espaces de plusieurs États membres. Et enfin, peut-être c'est intéressant de vous apprendre sur les lignes rouges, sur ces points de non-compromis, et qui sont, les points qui sont pour l'Europe, en tout cas non négociables dans le cadre de ce conflit, étant donné que l'Union européenne n'a jamais été exposée récemment que s'agissant de ce conflit, et aussi en gardant à l'esprit donc cette rôle de défenseur qu'il a pris à l'égard de l'Ukraine et aussi dans sa mission, dans son mandat de la défense du droit international. Bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, je veux remercier celles et ceux qui travaillent pour le soutien des Ukrainiens pour l'Ukraine, et aussi ceux qui s'engagent en Russie et en exil pour les droits civils et qui opposent la guerre et qui se font avec un grand risque. Si on regarde, hier, la Russie a lancé plus ou moins 500 drones et missiles sur l'infrastructure énergétique en Ukraine, avec le seul but de détruire cette infrastructure énergétique en amont de l'hiver, et ce dans des conditions déjà météorologiques difficiles. L'Union européenne condamne ces frappes avec la plus grande fermeté, et nous sommes aux côtés de l'Ukraine pour faire le nécessaire pour préparer les dégâts en amont de l'hiver, et c'est ensemble avec nos partenaires. Nous avons beaucoup parlé de justice, et il est clair qu'il ne peut y avoir de paix globale, juste et durable en Ukraine sans justice. Et c'est pourquoi l'Union européenne a dès le début soutenu tous les efforts pour la justice en Ukraine et pour que la Russie réponde des crimes. Il y inclut les dirigeants politiques russes répondent des crimes qu'ils commettent en Ukraine. C'est pourquoi l'Union européenne a soutenu l'établissement du tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, ensemble avec le Conseil d'Europe et l'Ukraine. C'est pourquoi nous avons fait partie du noyau
d'entités qui ont établi le registre des dommages du Conseil de l'Europe. Et nous travaillons aussi maintenant sur la commission des plaintes pour que la justice soit rendue. C'est bien essentiel. Nous soutenons aussi la CPI et je rappelle les 6 mandats d'arrêt qui ont été établis. Et nous soutenons aussi le procureur de l'Ukraine techniquement et stratégiquement pour faire les enquêtes nécessaires en Ukraine. Ensuite, c'est important de dire que l'Union européenne est le premier donateur en aide à l'Ukraine. Nous avons déboursé plus de 150 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine sur les plans humanitaires, militaires, diplomatiques, politiques et économiques. Et nous allons soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire. Ensuite, on apporte un soutien diplomatique à l'Ukraine, c'est-à-dire que nous soulevons cette question depuis des années en continu. C'est une priorité pour l'Union européenne et le fait que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et la haute représentante vice-présidente de la Commission européenne se sont rendus à New York il y a 2 semaines et ont porté personnellement le message pour la paix et ont personnellement demandé le retour des enfants transférés, déportés par la force en Russie. C'est un message très clair et ça démontre très clairement les efforts diplomatiques que nous faisons. Nous soulevons la question avec tous nos partenaires, mais aussi avec tous les autres pays en continu. Ensuite, nous mettons aussi la pression sur la Russie parce qu'il est clair que le régime actuel ne comprend que la force et la pression. C'est pourquoi nous isolons politiquement la Russie. Oui, on a encore notre délégation de l'Union européenne à Moscou, mais on n'a pas de vrai contact, on ne légitimise pas le régime plus que ça, mais c'est important d'avoir des canaux ouverts si la Russie décide de venir vers la table des négociations. Si je dis pression, je parle aussi des mesures restrictives. L'Union européenne et ses États membres ont ciblé plus de 2500 individus et entités russes en raison de la guerre d'agression contre l'Ukraine. Donc la Russie est un des pays les plus sanctionnés du monde. On a 18 trains de sanctions qui ont été adoptés par le Conseil et maintenant on travaille sur le 19e. Et vous avez demandé la question de l'unité. Tous ces trains de sanctions ont été adoptés à l'unanimité par le Conseil, c'est-à-dire par les États membres de l'Union européenne. Et ensuite, il faut aussi noter qu'il y a une date d'expiration des sanctions et nous arrivons tous les 6 mois pour les uns, tous les ans pour les autres, de renouveler ces sanctions, ce qui démontre vraiment l'unité qu'il y a au sein de l'Union européenne quand il s'agit de soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour la paix. Ensuite, nous parlons de paix. C'est quoi la paix pour l'Union européenne? C'est très clair que l'Union européenne soutient indéfectiblement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. C'est-à-dire que l'Union européenne ne va jamais reconnaître des tentatives d'annexion des territoires ukrainiens par la force, par la Russie. Ensuite, il est clair que seulement l'Ukraine peut choisir son propre destin. Donc,
il ne peut y avoir de négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Et en même temps, on ne peut pas avoir des négociations sur l'Europe sans les Européens. Il faut aussi des garanties de sécurité importantes pour l'Ukraine. Et la première garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est une défense des forces armées ukrainiennes, seules capables à défendre le territoire ukrainien. Et selon le droit international, nul peut restreindre un autre pays à développer ses forces armées. Ensuite, l'Ukraine a le droit de choisir ses partenaires. Seulement 4 jours après le lancement de l'invasion à haute échelle, l'Ukraine a demandé l'adhésion à l'Union européenne et nous avons par la suite ouvert des négociations, tout le processus, et nous soutenons l'Ukraine chaque jour dans son cheminement vers l'Union européenne. Et c'est aussi une question d'espoir. C'est très très clair que l'Ukraine doit choisir ses partenaires, doit pouvoir assurer sa propre défense afin de respecter la charte des Nations Unies, de pouvoir défendre sa souveraineté et donc le droit international et le droit international humanitaire. Je pense que ça, c'est énormément important. Et voilà, je pense que j'ai répondu plus ou moins aux questions. Voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir partagé vos points de vue sur ce sujet qui est certes assez global et à la question dont on ne peut pas répondre en 1 heure et demie. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va peut-être, déjà n'hésitez pas à réagir aux interventions les uns et les autres si vous souhaitez. On va peut-être laisser la parole au public pour des questions.